Bonjour Emmanuel, j'espère que tu vas bien. Cette fois, j'ai décidé de te faire intervenir sur ma chaîne YouTube pour parler un petit peu de ton parcours, ton histoire et de plein d'autres choses. Comme je le dis à chaque fois, c'est une discussion très très ouverte. Donc avant de commencer, tout d'abord, explique-nous, bah voilà, qui es-tu, qu'est-ce que tu fais, dis-moi tout, dis-nous tout. Bonjour Charlotte, merci pour ton invitation, c'est avec plaisir et je suis ravie également de participer à cet entretien. Alors, je m'appelle Emmanuelle, je suis développeuse depuis 10 ans et je suis sourde de naissance, bien implantée avec deux implants OER qui fait que j'entends bien et je parle bien grâce à mes implants OER. Super. Et explique-nous alors un petit peu ton histoire, quelles ont été tes premières armes sur le marché du travail, comment ça a commencé pour toi? Euh, il y a beaucoup de choses à dire. Déjà, pour faire un peu l'historique, j'ai su depuis mon adolescence que je voulais travailler dans l'informatique, mais je ne savais pas encore quoi. Et parce que l'informatique, pour moi, était un moyen de communiquer avec le monde. Si vous vous souvenez un peu de MSN, c'est vraiment, ça remonte à très loin, MSN, et ouais, c'est grâce à MSN, j'ai pu communiquer avec mes copines, et je me suis dit, mais c'est là-dedans, absolument, il faut que je travaille. Et au fil et aiguille, j'ai fait des études d'informatique, donc j'ai fait un bac STT qui est devenu un bac STG, je crois, aujourd'hui. Donc c'est un bac tertiaire en informatique de gestion. Et puis j'ai fait un BTS informatique de gestion. Et enfin une école d'ingé en informatique. Donc j'ai un bac plus 5. Et pendant mes études, j'ai pu faire de l'alternance, donc voir un peu comment ça se passait dans les entreprises. Mais il faut dire que, comme tout le monde, on débute, on n'a rien au marché du travail, les droits du travail et tout ça. Donc, ça fait 10 ans et maintenant, aujourd'hui, je commence à bien maîtriser les stabilités de l'environnement de travail. Et voilà, et c'est quelque chose aujourd'hui j'aimerais faire partager de mon expérience pour éviter justement d'autres entre les difficultés que moi j'en ai eu. Donc voilà, c'est pour ça que je suis contente d'avoir accepté ton invitation. C'est l'occasion pour moi de partager mon expérience là-dessus. Alors raconte-nous justement les difficultés entre avant, justement au début, aujourd'hui, c'est certainement d'autres difficultés. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à tout ça? Alors, mon premier emploi en CDI, c'était juste après la fin de mes études. Et c'était une très grande boîte et j'étais ravie d'avoir un CDI, mon premier job. Je suis bien, je pensais pas à le décrocher de suite parce que je savais, j'en avais discuté avec mes aînés. Ils me disaient, oui, c'est pas évident de décrocher un boulot, ça prend du temps. Donc, j'ai eu beaucoup de chance et il faut dire qu'il y a la loi du 11 février 2005 qui est passée entre-temps. Si, je rappelle, la loi du 11 février 2005 permet aux entreprises de respecter le quota d'embauche des personnes handicapées. Donc, au sein de l'entreprise, au moins 6% des salariés doivent être des employés handicapés. D'accord, ok. Pardon, des salariés handicapés, Mhm. donc 6%. Sinon, on paye une contribution financière. Là, c'était une chance pour nous parce que ça nous permettait d'accéder plus facilement au marché du travail. Sauf que la réalité, c'est pas Ouais. toujours ça. Lors de mon premier emploi, on m'a dit oui, on va te former, on va te faire faire des missions, tu vas apprendre des choses et tout ça. Moi, j'étais super ravie. Forcément, en premier emploi, CDI. Dès les premiers jours, on m'a mis dans le bain, on m'a envoyé dans une mission très éloignée
domicile sans me demander mon avis, sans me former d'ailleurs. Et c'était une mission qui a duré 6 mois dans des conditions très difficiles, mais intéressante malgré tout. Mais comme je débutais, je savais pas trop. Enfin, j'avais pas un niveau forcément. Et à la fin de mes 6 mois, on m'a mis en intercontrat. Et là, j'attendais d'avoir de nouvelles missions. Mes collègues aussi, sauf que pour mes collègues, ils ont trouvé, on leur a attribué d'autres missions. Moi, toujours pas. Et au bout de 6 mois, je demandais, mais elles sont des nouvelles? Il me dit, bah non, oui, on cherche, voilà, sans me dire plus, sans me rassurer, sans me former, parce que ils auraient pu profiter d'un contrat pour me former, pour me donner de quoi apprendre, mais rien. Et c'est là que j'ai réalisé je voulais pas rester en contrat indéfiniment, donc j'aurais dit ça m'intéressait pas de rester si c'était pour être en contrat. J'ai réalisé bien plus tard, hein, en fait, on m'avait embauché pour le OTA. Ça, tu l'as su comment? Bah, je sais pas, c'est l'instinct, je sais pas, j'ai pas eu de suivi, j'ai pas eu de contact avec la mission d'IAB, j'ai pas eu de contact avec le DRH, ni rien, j'ai eu zéro, enfin, j'ai eu aucun suivi. Juste, voilà. Alors que normalement, il y a tout un suivi à mettre en place. Il y a une mission d'IAP, il y a, voilà, il y a des choses qui se font. Et moi, comme je débutais, je savais rien de tout cela. Je connaissais pas mes droits en tant que salarié handicapé et en tant que salarié sourde. Donc, c'était vraiment, vraiment le tout début. Et moi, ça m'intéressait pas être employeur. Et j'en avais discuté avec mes amis qui me disaient, ben oui, si on te donne pas de travail, si on te forme, ni rien, t'es considéré comme t'es employeur. Et moi, qui débutais sur le marché, ça m'intéressait pas. Moi, je voulais apprendre, faire mon travail. Je n'étais pas là pour faire la figuration. Enfin, Ouais, ce qu'on appelle un token, quoi. Être là en mode décoration, en mode quota, comme tu dis, puis au final, derrière, il n'y a pas de réalité derrière ton poste, quoi. C'est complètement. incroyable. Ok. Et, au bout de 6 mois, là, j'ai un de mes anciens chefs qui m'a contacté et j'avais fait un alternance chez eux. Il y a des années cela, qui m'a contacté me disant comment tu vas, je viens à tes nouvelles, voilà. Et moi, j'ai dit je cherchais une nouvelle opportunité. Et ben, je suis allée chez eux et je suis restée. C'est une petite structure. Donc là, c'est pas une structure de plus de 250 salariés. Il n'y a pas de mission handicap parce Ça que besoin de combien de personnes, une mission handicap? 250 salariés dans l'entreprise, on doit mettre en place une mission handicap et un référent handicap. C'est dingue qu'il n'y ait pas avant, en fait. Pourquoi il veut attendre 250 personnes, en fait? C'est fou, ça, quand même. C'est dans la loi, c'est voilà, Ouais. c'est décidé comme ça. Donc pour les petites entreprises et petites et moyennes entreprises, c'est à la DRH de faire les démarches, tout ce qui est concernant mes besoins Et juste en aparté, les démarches, c'est lesquelles? Juste si tu es capable de les mettre sur la table, là, c'est quoi comme type de démarche que doit faire un DRH? Est-ce que tu as des exemples pour que justement que les gens sachent aussi, je sais pas si. alors ça, je l'ai appris tout récemment, c'est quand j'ai changé d'entreprise parce que là, c'est tout à DRH qui s'en occupait et me sollicitait pas, donc je savais pas du tout. Mhm. Quand j'ai changé d'entreprise au bout de 6 ans pour avoir d'autres expériences, là, ma DRH, elle ne sait rien et du coup, elle m'a sollicité de l'aide et donc là, j'ai pu voir un peu les dessous, les tenants et les aboutissants. Et c'est beaucoup d'administratives, des démarches administratives, et surtout, c'était en plein Covid. Et donc, en fait, la DRH avait mon statut de RUTH ou de BOTH. Je vais vous expliquer dans quelques instants. Et ben, on contacte la GFIP
avec l'aide de Eve Emploi pour avoir des subventions financières, la mise en place des aménagements de travail. On l'a aussi avec également la médecine du travail. Donc voilà, et j'imagine et pour l'émission d'IAP, ils font ça tout le temps. Leurs salariés handicapés. Et en fait, elle m'a avoué, ma DRH, elle avait eu une formation sur comment gérer les effectifs en situation de handicap et handicapés. Donc, elle a dû apprendre avec moi comment faire, comment déclarer mon statut, comment faire les démarches. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'apprend pas forcément. Et ça a pris combien de temps en termes de temps Entre 3 et 6 mois. C'est l'administration française. Oh purée, mais c'est fou quoi. Non seulement il y a pas de formation de ce que tu me dis, et en plus de ça, il y a une pesanteur de l'administration qui n'aide pas non plus en fait à ce type de démarche en fait. C'est quand même assez incroyable quoi. Ouais, tout à fait. Donc, dans les 2 entreprises où j'étais, c'est toujours très bien passé. Heu, on m'a formée, j'ai appris des choses, ça m'a permis d'être ce que je suis aujourd'hui. J'ai fait des missions, très intéressantes avec bien sûr, évidemment, j'ai connu des situations quand même de discrimination, de sexisme, parce qu'en plus d'être sourde, je suis aussi une femme. Donc c'est un peu double peine également. J'ai aimé malgré tout depuis 10 ans. Je suis quand même une développeuse épanouie moi aujourd'hui j'essaie de faire part de mon expérience pour que la nouvelle génération n'ait pas à affronter les mêmes difficultés que moi. La première chose qui me vient en tête, c'est que au début, j'ai demandé à avoir une codeuse LPC, c'est équivalent interprète en des signes, sauf que moi, j'utilise la langue parlée OPT, un moyen de communication pour comprendre, c'est un autre moyen de communication pour les personnes qui sont malentendantes. Et j'ai demandé à mes managers que j'avais besoin d'une codeuse LPC pour mes réunions, pour suivre, parce qu'on était quand même des équipes de 5-6 personnes, et pour suivre, c'était pas évident. Et ça me fatiguait beaucoup, surtout, c'était trop super mental de lire sur les lèvres pendant les réunions, je faisais souvent répéter. Donc, je demandais à avoir une codeuse et on me disait, mais non, t'as pas besoin, tu entends bien, tu parles bien. Voilà. J'avais beau expliquer, j'avais beau leur dire, mais oui, je parle bien et j'entends bien, mais j'ai l'impression de manquer des informations, j'ai l'impression d'être en décalage. Elle me dit, mais non, on t'explique par la suite, si on répète. Enfin, et moi, ça me gênait de faire répéter tant de fois parce que je voyais mes collègues, ça les énervait un peu de répéter. J'interrompais à chaque fois. Enfin voilà, et au fil de l'aiguille, au bout d'un moment, j'ai fini par décrocher parce que je voyais mes collègues, voilà, un peu des improbateurs. Je n'arrêtais pas de gêner un peu la réunion. Du coup, je me suis mise à interrompre moins souvent, mais au moment important. Et à la fin, après les réunions, je demande je vais voir la personne et m'explique davantage les questions. Mais ça, les questions, je pense que ça s'intéresse aussi les autres. Ils peuvent pas forcément poser ce genre de questions. Donc Il y a un petit côté faire partie de l'équipe, mais être en dehors de l'équipe au final quoi. voilà, c'est ça. Et pourquoi il y avait un refus de leur part? Pourquoi c'était oh bah non, on en a pas besoin, t'as pas besoin. Bah, ils me disaient que j'en avais pas besoin parce que Et je faisais très bien mon taf et ça se passait très bien. Enfin, ils se rendaient pas compte en fait de la charge mentale que j'avais. Ils se rendaient pas compte la fatigue. bienveillance. Ouais, et j'avais beau leur expliquer, ils me disaient mais tu gères très bien. Et voilà, jusqu'au jour où ils ont organisé un séminaire de 2 jours, un séminaire de travail de 2 jours. Et là, j'avais dit non, je viens pas. On dit vous me faites venir. Et c'est 2 jours. Déjà les réunions, j'avais l'habitude, c'était 1 heure, 2 heures, mais alors 2 jours.
Mmh. Imagine. Ouais, dur. Alors, moi, on dit oui, ok, 2 jours, je comprends, ça va t'épuiser, ouais, on te fait venir rien. Je fais, oh yes, ce sera l'occasion de leur montrer. Et là, ils m'ont pas du tout retenu, ils m'ont fait genre, mais t'es tu es, Emmanuel, on te reconnaît pas. C'est parce que je posais plein de questions pertinentes, je participais, voilà, j'étais dans une ambiance joyeuse, très, voilà, très, voilà, les managers, ils m'ont dit, mais habituellement, tu poses pas de questions, voilà, on avait l'impression que tu comprenais tout. Mmh. Et la audacité là, on a profité pour faire la sensibilisation en disant, ben oui, mais sans accessibilité, je posais pas de questions parce que j'essayais d'assimiler toutes les informations et à force d'assimiler, ben c'était fatigant. Et Bien en sûr. fait, la odeuse, elle a expliqué la même chose que moi je disais, mais sauf que c'était une personne externe qui, voilà, donc qui faisait prendre conscience de la situation. Ah, moi j'avais fait moi-même la sensibilisation, mais faire soi-même apparemment ça marche pas. Donc depuis ce jour-là, j'ai compris qu'il fallait toujours venir une personne extérieure à l'entreprise qui explique l'accessibilité et sur mes besoins, du pourquoi, machin. Et en effet, j'ai constaté que ça se passait mieux quand c'était une personne externe. Dans ma nouvelle quand j'avais changé d'entreprise, là aussi, on avait mis en place la sensibilisation et c'était vraiment très efficace. Donc, c'était en fait, je pense que la sensibilisation, ça leur permettait de se poser toutes les questions dont ils n'osaient pas me poser. Alors, je leur disais, mais j'ai rien à bouge et vous pouvez me poser toutes les questions. Mais ça les gênait, ils se rendaient pas honte ou je sais pas, il y avait une certaine pudeur, une certaine gêne, mais en essence aussi un peu d'ignorance, un peu tout ça. C'était pas, c'était pas question du validisme, enfin un petit peu quand même, mais c'est plus des biais conscients, refoulés, de sens, bah, elle parle bien, elle entend bien, donc tout va bien. Voilà. Bah, de toute façon, tout ce qui va être, on va dire, dans la méconnaissance, que ça soit n'importe quel handicap, que ça soit le neuroatypisme, que ça soit même des problématiques de diversité, on préfère toujours se cacher derrière le «tout va bien», Ouais. plutôt que de faire un effort intellectuel de compréhension de l'autre, en fait. Et dans le mot curieux, il y a cure, tu vois? Cura en italien, c'est prendre soin, tu vois? Et en fait, ça demande des efforts, ça demande de l'empathie, ça demande du temps. Et il y a un mélange de tout ça qui existe très peu, je trouve, dans le monde de l'entreprise. C'est ce temps qu'on prend, en fait, à comprendre l'autre dans sa particularité, tu vois? Et je pense que en fait, le validisme, c'est aussi ça, c'est se dire, bah, en fait, comme on n'a pas le temps, on part du principe que tout va bien. Comme on n'a pas le temps de prendre le problème des femmes, bah, on part du principe que tout va bien. Comme on n'a pas le temps de prendre en compte le problème du neuroatypisme, bah, on part du principe que tout va bien, en fait. Et c'est ce que j'appelle la fausse bienveillance. On croit que, en fait, on te flatte en disant, mais c'est super, t'arrives à t'en sortir, c'est super, t'es une femme forte, c'est super, t'arrives. En fait, on dirait pas que t'es autiste. Tu sais, j'ai des femmes qui m'ont déjà dit ça, tu vois. On leur a déjà dit ça comme si c'était bienveillant, mais c'est juste en fait que t'es dans ton spectre et tu veux juste pas faire l'effort de comprendre, quoi. Moi, c'est comme ça que je le vois de l'extérieur et pourtant je ne suis pas concernée, mais je le vois en tout cas de mon point de vue en discutant avec plein de personnes. C'est souvent le manque de temps et d'envie de connaître l'autre en fait, quoi. Qui parfois flatte. Complètement. Complètement. En fait, je pense qu'on a été conditionnés à faire de on a eu tellement d'obstacles dans la vie et on a appris à ne pas montrer, on va mal. En fait, on intériorise à l'intérieur de soi. Et parce que on veut garder notre boulot, on veut pas qu'il y ait de problèmes, parce que s'il y a des problèmes, ça va poser en plus de problèmes. Nous, on essaie d'avoir un minimum de contrôle pour que ton environnement se passe bien euh, parce que on tient à notre boulot. En fait, on, on est tellement, on est en tellement sécurité dans l'emploi que ça nous fait peur de devoir chercher ailleurs. On va mal parce que on va devoir chercher ailleurs.
ça nécessite, il faut recommencer tout à zéro, il faut faire face à la discrimination de l'embauche, ça va prendre du temps de trouver un nouvel emploi et tout ça. Donc, on essaie on fait tout pour intérioriser, alors que c'est pas bon de tout intérioriser. Et au final, ça fait engendrer des burn-out. On est plein à cause de ça si on fait des burn-out parce que notre parti faisait pas d'efforts, même si nous, on a essayé de la faire comprendre qu'on a besoin d'aide. Ils me disaient, mais non, tout va bien, tu gères, tu fais ton taf, tu fais très bien ton taf. Et moi, j'ai appris à trouver le juste milieu parce que moi, le bien-être au travail est très important pour moi. Et si je me sens mal, j'essaie de ne pas attendre que ça empire. J'essaie de prévenir un peu le burn-out parce que faire des efforts en tant que personne handicapée, on a une charge mentale qui fait, c'est pas évident tous les jours, ça nous fatigue beaucoup. Ça, surtout notre partie fait pas d'efforts. On est tout le temps fatigué et du coup, on est moins productive. En parlant d'efforts justement, en face, quand tu m'as dit: «Ils ont pris conscience», ils ont fait des actions concrètes derrière de Oui. prise de conscience? Ils ont fait quoi, par Après cette exemple? prise de conscience, ils m'ont dit, dorénavant, dès que tu as besoin d'une odeuse, on le fait venir. Et, et depuis ce jour-là, les réunions se sont passées très bien, au mieux. Je participais plus, j'avais des questions et mes collègues me disaient, ah oui, j'avais pas pensé à ça et du coup, les projets se passaient beaucoup mieux. Il y avait une meilleure communication dans l'équipe et ça faisait toute la différence. Et en fait, c'est ce que je dis, c'est l'aménagement de poste, c'est pas une caprice, c'est une nécessité. En mettant en place l'accessibilité, on améliore son travail. Ça nous fait, voilà, ça permet de travailler dans de très bonnes conditions et tu profites non seulement à toi, mais aussi aux autres. Et qu'est-ce que tu conseillerais, aux recruteurs et aux recruteuses pour améliorer leur accessibilité justement, pour améliorer, les entretiens, pour améliorer, je sais pas, tout un tas de trucs? Qu'est-ce que tu dirais, en fait, à cette population? Déjà dès l'entrée, en fait, pour que justement, il y ait une plus grande, voilà, accessibilité comme tu viens de dire, en fait. Déjà, les recruteurs et recruteuses se renseignent et les anti-herbe parce qu'il faut déjà qu'il y ait des formations de cela et ce soit pas genre oui, on a le OTA et on embauche pour le OTA. Il n'y a pas si longtemps que ça, une amie m'a dit, mais j'ai eu un entretien d'embauche pour un poste de développeuse web. Et, et à la fin, le recruteur lui a dit, ah ben, vous êtes une femme, vous êtes racisée et aussi et vous êtes handicapée. C'est très bien pour le OTA. Et elle m'a dit, mais j'ai fait, ouais, Phrase, mais comment c'est possible, en fait, de dire un truc pareil? C'est du clean, social, comment on dit là? Le social washing, quoi. C'est n'importe quoi, en fait, mais on postule un poste où on a des compétences. Certes, c'est important d'annoncer notre handicap pour pas qu'ils soient pris en dépourvu, mais il faut pas embaucher pour notre handicap, il faut nous embaucher pour nos compétences. Et, j'ai eu des recruteurs où j'avais annoncé ma surdité parce que je ne mentionne pas sur mon CV, parce que je sais si mon CV sera systématiquement mis de côté. Il y a eu plein d'expériences d'études par rapport à ça. En parlant des CV avec RQTH ou sans mention RQTH, et ben on prenait plus souvent les CV sans RQTH. et tu as remarqué, toi, justement, en ayant mentionné, pardon, et sans mention, une différence, tu as remarqué quoi, par exemple, sur Je cette, n'ai ah jamais fait cette mention-là. d'accord, OK, donc du coup, tu as pas OK. Mais j'ai plein d'amis qui ont fait l'expérience et m'ont dit, mais ça, ils sont, parce que j'ai de la chance. On me dit dès le début, surtout, tu ne mentionnes pas ton statut de RQTH. Tu ne dois pas le mentionner, donc j'ai suivi les conseils. Et d'autres, ils me disent, mais non, je préfère être clair, transparent dès le début et ça va s'attendre. Mais sauf qu'on ne les rappelle jamais.
Donc, moi, je préfère le mentionner lors de l'entretien d'embauche. Et à chaque fois, j'annonçais ma surdité. Des fois, ça se passait bien. D'autres, je voyais leur position changer. Alors, on venait passer l'entretien. Normalement, tranquillement, on a discuté de personnes adultes. Et à la fin, ils ont appris pour ma surdité et ils ont ils changent complètement de comportement, de regard. Ils disent, mais les sources, ça va pas être possible de communiquer avec elle. Mais on vient Tu viens de de. passer un entretien, mec. C'est quoi le problème? Ils sont sérieux, purée. Ouais, je vois. Une autre anecdote, je devais faire des missions. Mon manager il me dit, bon, on va vous montrer des missions à chacun, on vous a formé, maintenant on vous met dans des conditions réelles, on va vous envoyer en mission. Je dis à mon manager, très bien, mais attention, tu vas mettre plus de temps à me trouver une mission pour moi et pour mes collègues. Il me dit, mais non, t'inquiète pas, t'as un très bon CV, je te porte garant pour toi, je vais expliquer et tout ça. Et semaine plus tard, mon manager est venu me voir dépité, mais il ne comprenait pas. Et il me dit, mais voilà, je démarchais et à chaque fois, je parlais de toi, je mettais en valeur de tes qualités, de ce que tu es et tout ça. Et bien évidemment, à la fin, je parlais de ta surdité et je me faisais raccrocher au nez. Euh, Raccrocher. pour certains, oui ou non, il me disait, mais à la fin, il mettait fin à la conversation, rapidos. Je disais, mais oui, non, ça ne nous intéresse pas. Donc, ça a une prise de temps. Finalement, on m'a trouvé une mission très intéressante, difficile, mais intéressante. Et pour les missions suivantes, c'était plus facile parce qu'ils ont vu, j'ai tenu 1 an et demi sur une mission et dit, ah bah, si elle a tenu 1 an et demi, ça va bien se passer pour d'autres clients. Et au final, j'ai fait 2 longues missions après. C'est la première mission qu'il fallait enclencher et puis, OK, je vois. Donc, il y a des préjugés autour du handicap. Rien, et le mot handicap, ça fait peur, il y a de l'ignorance derrière. Et on croit que ça va perturber l'équipe, ça va perturber l'ambiance, ça va nécessiter l'engagement, mettre en place des solutions, de l'accessibilité. Enfin voilà, c'est quelque chose de pour l'autre qui leur paraît insurmontable. Alors non. Alors que ça permettrait tellement d'apprendre, en fait, quoi, au final, sans que ça pénalise quoi que ce soit. Je veux dire, moi, je le vois encore plus en ce moment avec une psychologie de la peur. J'en parlais déjà dans une vidéo il y a pas longtemps où sur le recrutement, sur les embauches, avec un contexte où les finances, font peau de chagrin, hein, clairement et donc il y a le côté dans l'entre-soi à mort. On va leur refuge, on reste vers ce qu'on connaît. Donc, déjà, les juniors et les personnes en reconversion prennent très, très cher. Il suffit effectivement que tu mentionnes un handicap visible ou invisible, bah là, ça part direct à ah non, non, on sait pas faire, quoi. Donc il y a à la fois le manque de temps qui manque cruellement à cette industrie, puis la peur, comme tu dis. C'est vrai que la question de la peur de ne pas savoir gérer, de discriminer, de provoquer un départ, d'être jugé comme étant incompétent dans le management, parce qu'il y a ça aussi. Ça révèle l'incompétence, je trouve, des Ouais, personnes dans la capacité à gérer une population qui est diversifiée, en fait. Quand tu gères toujours le même profil, c'est facile, tu vois, mais quand il y a, comme tu dis, des aménagements à faire, quand il y a une communication que tu n'as jamais appréhendée jusqu'à maintenant, que tu dois mettre en place, bah, ça peut révéler à quel point tu peux être un bon ou un mauvais manager, en fait. complètement. Aussi. Et en plus, dès que ça se passe mal, ils rejettent la faute sur nous en disant mais c'est ta faute, ça se passe mal. Alors ils se remettent jamais en question de pourquoi ça se passe mal. Une amie récemment, en ce moment, elle lui a rejeté la faute sur elle en disant oui, mais c'est n'importe quoi l'an prochain, rien ne se passe à cause de toi et tout ça. Et finalement, ils l'ont viré de l'équipe, ils l'ont muté ailleurs pour voilà éliminer
les maillots faibles, alors c'était pas de sa faute parce qu'elle me faisait tellement d'efforts pour que ça se passe bien, mais les autres, bah, ils faisaient rien pour ça s'arrange, ils se remettaient pas en question. Et toi, ça te dirait plus tard, ou peut-être même dès maintenant, de réfléchir à devenir un peu cette référente aussi? Peut-être, je sais pas si tu as de la bande passante, mais que ça soit par des vidéos, que ça soit peut-être intervenir en entreprise, j'en sais rien, de pouvoir être cette personne qui sensibilise justement, qui donne peut-être comme tu dis, comme disait notamment Céline aussi, des fois quand on est la première dans une équipe, on essuie les plâtres. Et est-ce que peut-être arriver en éduquant, le terme il est un peu fort, mais voilà, en sensibilisant, peut-être que ça pourrait être une façon de contribuer. Je sais pas. C'est une idée que tu as comme ça au coin de la tête ou pas? Ouais, bah justement, c'est un projet dont je mérite depuis un mois et je vais donner ma première conférence sur le handicap au Super. travail dans les événements de paix. Je donne le 14 avril à Lyon site ma première conférence au secours chez une personne handicapée dans mon équipe pour leur donner justement les billes pour déconstruire les préjugés et ben, le handicap, c'est pas une fatalité. C'est pas, tout se passe très bien. Le handicap n'est pas un obstacle. Enfin, je veux dire, une fois on a mis en place tous les aménagements de poste, une fois les hyper habitués, on a tous pris nos marques. Ça se passe très bien. Moi, ça se passe très bien dans ma boîte. Ça l'était aussi dans mon ancienne boîte. Et une fois on a trouvé ces marques, ça se passe très bien. Il faut pas avoir peur du handicap. C'est vrai, au début, on sait pas trop comment faire, mais justement, on s'aide, on fait des ateliers de sensibilisation, on met en place des aménagements de poste, des moyens pour l'accessibilité et tout ça. Et au fil du temps, on apprend à travailler en équipe. Si vous faites venir une nouvelle personne dans votre équipe, vous apprenez à naître, à travailler ensemble. C'est la même chose pour le handicap. Donc, voilà, j'espère qu'avec cette conférence que je vais donner dans l'année, va permettre de donner envie, de faire prendre conscience ce qu'est le handicap et ben, on peut tout à fait travailler avec les personnes handicapées. C'est bien qu'il y ait les OTA parce que ça oblige les entreprises à embaucher les personnes handicapées, mais il faut pas se focaliser uniquement sur le handicap, mais aussi les compétences de la personne. Et ne pas les mettre en place. Et justement, je voudrais aborder la problématique de la formation. C'est que le problème, c'est que on veut être suivre une formation, on a le budget de la formation à prendre en compte, mais aussi le budget de l'accessibilité. Donc c'est double budget et souvent on va te dire non, mais il faut payer en plus l'accessibilité. Et ça, les gens ils ont du mal, enfin ils se rendent pas compte, ils peuvent demander de l'aide auprès de la GFIP et à propos ou la FIP pour le cas du secteur public, des subventions pour financer l'accessibilité des formations. Ça peut ne pas être pris en charge par l'entreprise. Et j'ai des amis qui me disent, mais je vois mes collègues entendants qui évoluent après avoir fait une formation. Là, et moi, je reste coincée à mon poste et j'évolue pas. Et alors que c'est moi-même, je suis sur le même poste depuis tant d'années et je forme mes collègues et je vois mes collègues avancer parce qu'ils sont passés à l'étape supérieure après avoir des formations. Et moi, j'évolue pas. Il n'y a pas un problème. On voit bien qu'il y a un problème c'est La clairement une discrimination. situation de discrimination. Ouais. Donc, Et justement, tu parlais de discrimination tout à l'heure. Tu trouves qu'elle vient surtout de qui? Des collègues, du management, de l'extérieur, avec les clients, justement, t'en parlais tout à l'heure. Tu la ressens partout? Ou alors il y en a quand même plus de la part d'une partie prenante dans ta carrière qu'une autre partie prenante, en fait? Tu la ressens où? heureusement, je le sens pas régulièrement.
C'est souvent genre, des nouvelles personnes qui connaissent rien en handicap, là, il faut les étudier, il faut les sensibiliser et les travailler, enfin, prendre conscience. Et une fois, bah, et des fois, il y a des situations où c'est maladroit. Bon, ça, c'est normal, ils ne connaissent pas, on ne se connaît pas, donc on, on apprend. Mais moi, par exemple, j'ai cette peur oh, je vais devoir changer de boulot, voilà, de confronter à ces nouvelles problématiques. Alors, je devrais pas, parce que même si j'ai 10 ans de carrière, mais on ne sait jamais à qui confronter. C'est des nouvelles personnes que je connais pas, voilà. Et, euh, et d'autres, moi, et c'est pour ça ils bougent pas dans l'entreprise. Ils ont pas envie de tout recommencer à zéro et de devoir confronter au jugement des autres, aux préjugés, tout ça. Et même, mais moi, c'est parce que c'est ma personnalité. Moi, malgré cette peur, j'y vais quand même. Et si je vois, je dois pas démonter, je me battrai. Mais c'est vrai, c'est épuisant de devoir se justifier régulièrement, de montrer, de faire ses preuves. Déjà, en tant que femme dans la tête, on doit faire ses preuves. Mais en plus, en tant que personne handicapée, tu dois faire en plus tes preuves. Donc, c'est vraiment une charge mentale, mais du haut niveau. Donc, c'est vrai que c'est pas évident. Il y a un anecdote qui me vient à l'esprit. J'étais dans une mission. Et ça faisait 2 ans que j'étais là et on devait faire venir de nouveaux prestataires. Et donc un nouveau prestataire il est venu, il me dit voilà, c'est Emmanuel qui se charge de te montrer les nouveaux outils, de te former. Si tu as des questions, tu vas vers elle. Et nous, on n'a pas le temps. Mais du coup, c'est elle qui va te charger de te former, d'apprendre. Donc, tu n'hésites pas à lui poser des questions. Alors, le mec, lui, j'étais à côté de lui, on faisait du pair programming, et on expliquait, j'expliquais tout ça, mais je voyais, il m'écoutait pas vraiment. Je voyais que c'était, je, il était mal à l'aise en ma présence. Et donc, s'il y avait des questions, il posait des questions à mes collègues masculins. Et mes collègues masculins lui disait, mais non, on va voir Emmanuel, elle est très compétente, elle a fait ses preuves chez nous, ça fait 2 ans, elle est là, ça fait 2 ans, elle travaille avec nous, tu peux lui tout à fait faire confiance. Et malgré tout ça, le mec, il continuait à revenir vers les collègues masculins parce qu'il voulait pas m'entendre. Et à où? C'est Oupé, je vais reprendre, si ça va. Donc un jour, il y avait un nouveau prestataire qui est venu dans mon équipe et mais Ola lui disait: «Mais bah, c'est Emmanuel qui va s'occuper de toi. Si tu posais toutes tes questions, elle va faire du pair programming, elle va te donner des directives, tu l'écoutes, voilà, c'est quelqu'un de très sympa, bienveillant, très à l'écoute, n'hésite pas à lui poser toutes tes questions». Et bah moi, je lui montrais ce qu'il fallait faire, voilà, les US, notre style et les projets et tout ça. Et moi, je voyais bien le mec, il m'écoutait pas vraiment. Il était pas, enfin, il était dans son truc. Voilà, il me posait pas de questions. Voilà, il faisait le truc, mais il faisait pas correctement. Et quand il avait des questions, il allait voir mes collègues masculins qui lui disaient, mais non, tu vas voir Jiménez, hein, tu es disponible. Moi, j'ai pas le temps, donc, demande-lui. Et il ne faisait pas, il n'allait pas me voir. Alors, il allait sans cesse vers mes collègues masculins et il me dit, mais pourquoi tu ne vas pas voir Emmanuel? Pourquoi? C'est voilà. Et finalement, il a pas fait long feu parce qu'il m'écoutait pas, il faisait pas, enfin, il était pas. J'ai jamais su si c'était parce que j'étais une femme ou si parce que j'étais sourde ou si c'était parce que c'était les deux. J'en sais rien. Donc,
Je voudrais dire que c'est important de mettre en place des aménagements de poste. On le demande. C'est pas une caprice, c'est juste une nécessité parce que c'est important pour faire notre travail correctement. Et on a aussi des compétences. Il n'y a pas que le handicap qui fait on doit prendre en compte. Il y a aussi les compétences. Moi, si ça s'est très bien passé et moi, j'en suis ravie. Donc, c'est pas difficile. Ça peut l'être au début, on n'est pas, mais après une fois, on a compris, ça passe très, mais ça se passe très bien. Donc, il faut pas avoir peur du handicap, c'est normal, on s'y connaît pas. Il faut pas hésiter à poser toutes les questions, ne pas hésiter à écouter la personne concernée, ses besoins, de pas minimiser ses besoins. Comme on a fait pour moi, on dit tu parles bien, tu entends bien, donc tu n'as pas besoin d'aide. Donc, c'est important de communiquer entre les hips. C'est important de prendre en compte les besoins de chacun et chacune. Pas seulement de la personne handicapée, mais de tout le monde pour trouver un juste une demi. Un exemple tout bête. On a instauré une certaine dans mon équipe pour que je puisse comprendre tout le monde, c'est-à-dire parler chacun son tour, parler lentement et non pas trop vite, lever la main, on veut interrompre, où on veut poser des questions, dire stop, on prend rien, faire des gestes et non pas interrompre. Et au final, mais là, il me dit, mais ces nouveaux règles, ça nous sert aussi. Et grâce à ces règles, nous avons mis tous en place, nos réunions se partent super bien. Donc, au final, grâce à cette dynamique, on peut faire les choses bien. Donc, n'hésitez pas à nous recruter, à nous embaucher. C'est important de prendre en compte nos compétences tout en prenant en compte notre handicap. Voilà ce que j'allais dire. C'est le message qui est important pour moi. Nous avons certains handicaps, mais nous avons aussi des compétences. Il faut nous former. Il faut aussi un salaire à la hauteur des autres. Bien évidemment, on parle des disparités de salaire entre les femmes et les hommes, mais aussi il y a des disparités avec les personnes handicapées malheureusement. L'intégration, les aménagements de poste, il y a des subventions, il ne faut pas hésiter à consulter les sites concernant les sites de la GFIP, les sites de la FIP, le Cap Emploi et même sur le site du gouvernement. Il y a plein de ressources sur le sujet. J'aimerais bien évidemment également on mette la question du handicap dans les formations du manager, du recruteur et de la DRH. Voilà. C'est tout. Ouais. Merci, Charlet. C'était un plaisir de témoigner.
À bientôt. Au revoir.